Bonjour tout le monde. Alors, capsule explicative Renaissance 2. Je vous confirme que la capsule 1 et la 2, c'est la matière à l'examen d'étape, en fait. Là. Donc, c'est ce que vous devez savoir pour l'examen d'étape de la fin octobre, début novembre, là, pour certains groupes. Alors, c'est important, si vous manquez des cours ou quoi que ce soit, de bien aller écouter ces capsules-là et de bien remplir, en fait, vos diapositives. Pour les autres, normalement, on aurait dû les faire en classe, donc vous devriez avoir déjà l'information. Alors, c'est vraiment pour ceux qui sont absents ou en cas de confinement. Alors, nous sommes toujours dans le PowerPoint sur la Renaissance et nous sommes rendus, normalement, si tu as suivi, ici. On avait commencé à parler des 4 volets de l'humanisme, en fait, et là, on avait parlé de 2 humanismes au dernier cours, en fait, là, à la dernière capsule, qui était Erasme et Thomas More. Donc là, maintenant, on serait rendu à parler de quelques précisions, en fait, sur le terme. Comment on appelle ces gens-là, en fait, qui font l'humanisme, la Renaissance et tout ça. Donc, comment nomme-t-on les savants qui remettent en question les valeurs fondamentales? Alors, première des choses, on les appelle des humanistes et non des humanismes, donc vraiment des humanistes et des érudits. C'est les deux noms qu'on leur donne. Qu'est-ce qu'un érudit? En fait, il faut savoir que c'est une personne qui est savante. C'est une personne aussi qui a beaucoup de connaissances et c'est une personne qui est très cultivée, donc qui a beaucoup de raisonnement. Ça, c'est important aussi de le savoir. Quelles questions ces érudits, ces humanistes-là se posent-ils? Donc, ils cherchent à approfondir la connaissance de l'homme, autant au point de vue physique qu'intellectuel, donc au niveau de son anatomie, autant que son niveau de compréhension. Et surtout aussi le concept de foi chrétienne. Donc, comment que la foi chrétienne fonctionne? Pourquoi les gens croient en Dieu alors que Dieu, on ne le voit pas? Donc, on essaie vraiment de respecter un peu ça et de comprendre comment l'homme fonctionne. Alors, on a vraiment un gros sens critique et on essaye toujours de vérifier nos résultats pour s'assurer que tout est clair, que tout est précis. Alors, il y a vraiment une précision qu'on essaye d'aller chercher. Est-ce que, selon toi, les humanistes sont pour ou sont contre l'éducation? Bien, naturellement, ils sont pour l'éducation. Pourquoi? Parce que pour eux, l'éducation permet d'acquérir des connaissances, pour être plus critique, pour avoir plus de savoir. De plus, on développe le corps et l'esprit en faisant de l'éducation. On développe le corps au niveau physique, mais aussi l'esprit pour avoir un esprit plus critique. Et on enseigne aussi les bonnes manières, donc comment bien se comporter dans la société, comment bien fonctionner pour essayer que tout fonctionne dans le sens du monde. Donc, nécessairement, l'éducation pour les humanistes, c'est quelque chose de très important et c'est le concept maître-élève qui commence à prendre beaucoup d'ampleur à cette époque-là. Le 4e volet. Donc là, il faut se souvenir que le volet 1, si tu t'en souviens plus, c'est comment on voyait l'homme au Moyen Âge. Le volet 2, c'est les textes de l'Antiquité qui avaient été trouvés. Le numéro 3, le volet 3, c'était la nouvelle vision de l'homme, qu'est-ce qu'on essayait de faire. Donc là, maintenant, on est rendu au volet 4, comment qu'on diffuse toutes ces belles idées-là pour que les gens réussissent à comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, naturellement, on y va avec, une fois que les idées sont placées, les humanistes veulent propager ces dernières. Mais comment le font-ils? C'est grâce à la presse à imprimer qui va apparaître de Gutenberg. Donc, lors de l'Antiquité, il faut comprendre que les textes étaient plutôt retranscrits à la main. C'était en fait des moines qu'on appelait des copistes, en fait, donc des moines copistes qui géraient en fait ces livres-là. Et ça coûtait très, très cher, en fait, parce qu'ils n'en faisaient pas beaucoup d'exemplaires. Ça amenait 2 problèmes. Donc, il y avait des erreurs qui arrivaient parce qu'on ne recopiait pas comme il faut et il n'était pas accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que justement, il n'y en avait pas une grande quantité. Donc, nécessairement, avec l'imprimerie, ça va permettre de diffuser les idées beaucoup plus facilement. La personne qui a réussi à faire ça, elle s'appelle Gutenberg. On l'a ici, notre monsieur Gutenberg, donc des petits mots à remplir. Alors, vers 1440, soit le milieu du 15e siècle, un inventeur ou un scientifique ou un humaniste du nom de Gutenberg. Si tu ne sais pas comment écrire Gutenberg, il est ici. D'accord? Donc, Gutenberg invente plutôt la presse imprimée. Il crée aussi de l'encre qui permet d'imprimer sur les 2 faces du papier. Donc, on est capable d'imprimer recto et verso, ce qui est tout nouveau aussi pour les livres. Les caractères sont des caractères qui sont en plomb et ils sont aussi mobiles, ce qui veut dire qu'on crée une page, on imprime. On crée une nouvelle page, on imprime. Donc, on déplace les caractères et c'est d'une manière mobile. Tu vas me dire, ben oui, mais c'est encore quand même assez long. C'est sûr que c'est long, mais c'est quand même plus rapide qu'un moine copiste qui faisait un livre à la fois.
On arrive toujours dans le volet 4, la diffusion des idées. Alors, quelques petites précisions. Donc, environ 200 millions de livres sont imprimés au 16e siècle. La Bible est toujours celui qui est la plus diffusée. C'est normal, on est encore très chrétien, malgré qu'on la critique. En plus de l'imprimerie, il y a 2 autres méthodes qui permettent de diffuser les idées. On va de un, les humanistes voyagent beaucoup et s'écrivent entre eux. On dit qu'ils font de la correspondance. Donc, en faisant ça, ça permet aux écrits de se propager. L'éducation est aussi une autre méthode pour pouvoir propager les idées humanistes, en fait. Pourquoi? Parce que l'éducation, ça développe de plus en plus les élèves et on aide aussi les élèves à développer leur autonomie et aussi leur esprit critique. Alors, on aide les élèves à développer leur autonomie et leurs esprits critiques. C'est un peu ce qu'on fait encore aujourd'hui avec toi. On t'amène à savoir des connaissances pour que tu puisses fonctionner par toi-même et avoir ta propre vision des choses. On tombe dans le volet 5, donc la fameuse science là, qui va beaucoup aussi évoluer. Donc rapidement, les humanistes étudient le monde dans lequel ils vivent. Pour eux, la compréhension de ce monde-là est primordiale. Ils veulent savoir pourquoi. Eux autres, ils veulent toujours répondre à la question pourquoi. Donc, ils adoptent un esprit qu'on dit de raisonnement et un esprit toujours aussi critique, plutôt que de se baser sur la Bible dit. La Bible dit que c'est Dieu. Non, non, on ne connaît pas Dieu. Donc, comment? On va aller observer, on va aller expérimenter pour dire le pourquoi. Donc, on va mettre en place une nouvelle méthode qui s'appelle l'observation et l'expérimentation. Donc, comme tu fais en sciences, Madame Cindy Laroche va te dire, exemple, il y a ça qui va arriver, elle va te le montrer, elle va te montrer ce qui se passe, puis après ça, tu vas aller l'expérimenter dans un lab. Donc, même concept, observation et expérimentation. Les meilleurs domaines pour faire ça, il y a l'astronomie, le domaine physique, les sciences et surtout la technologie, et la médecine avec la fameuse dissection des corps humains qui était illégale à cette époque-là, mais qu'on faisait pour comprendre le corps humain. L'observation, on se souvient qu'on examiner attentivement, et l'expérimentation, on fait l'expérience de pour comprendre. Alors ça, c'est super important et ça débute beaucoup à la Renaissance. Toujours dans le domaine des sciences, donc si on va un peu plus en détail dans l'astronomie, donc l'astronomie est une science qui a beaucoup évolué à cette époque-là. L'astronomie, pourquoi? Grâce à Nicolas Copernic, qui a proposé sa théorie de l'héliocentrisme. L'héliocentrisme est marqué ici, si tu ne sais pas comment l'écrire. Donc, l'héliocentrisme, ça remettait en question tout le concept de l'univers qui était prôné par l'Église au Moyen Âge. Donc, ce qu'on disait, c'est que le Soleil est au centre de l'univers et non la Terre, parce qu'on a longtemps pensé que la Terre était le centre de l'univers, tout tournait autour. Et non, c'était plutôt le Soleil. Donc, la Terre n'est qu'un astre parmi tant d'autres et non le centre de l'univers. Alors ça, c'est une théorie très importante. On s'est rendu compte qu'on n'était pas le cœur de tout ça, mais qu'on gravitait plutôt autour de tous ces éléments, là. Visuellement parlant, je te montre les 2 théories. Donc, héliocentrisme à la Renaissance. Alors, c'est une théorie qui est prônée par les humanistes, dont Nicolas Copernic, par l'observation qui s'est rendu compte que le Soleil est au centre, tout tourne autour. Renaissance. Au Moyen Âge, on disait le géocentrisme, c'était une théorie plutôt défendue par l'Église qui disait non, 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 on se base sur l'Antiquité, la Terre est au centre et tout tourne autour, ce qui n'était pas la réalité. Donc, nécessairement, ici, c'est plus imagé. En ce qui concerne la médecine, rapidement, alors la médecine, on a beaucoup évolué à cause de l'anatomie, grâce aux dissections et tout ça. Donc, on a exploré le corps humain dans son intégralité en le disséquant. L'astronomie, elle, on l'a améliorée grâce aux nouveaux outils d'observation comme le fameux télescope qui est apparu. Et les armes aussi, avec la technologie, la science, on a développé une nouvelle poudre à canon qui était beaucoup plus efficace, donc nécessairement, ça aussi, on l'a amélioré. Réaction de l'Église, bien, eux autres, ils capotent parce qu'on n'est pas de leur côté. Ils sont négatifs, ils ne veulent pas que les gens dissèquent, ne veulent pas que les gens comprennent l'homme. Pourquoi? Parce que plus on comprend l'homme, moins ils ont de pouvoir sur l'homme. Donc, nécessairement, pour eux, ça leur enlève une certaine puissance. Donc, ça, c'est quand même important de se le rappeler. Donc, plus l'homme va être critique, moins il va être facile à contrôler. Et ça, l'Église n'aime pas ça. Et finalement, quelques petites choses en mathématiques. Alors, la Renaissance a donné aussi beaucoup d'évolution dans le domaine des mathématiques. Donc, entre le 15e et le 17e siècle,
Le signe plus ou moins que tu utilises en mathématiques est apparu en 1490. La racine carrée, que tu connais sûrement aussi en 1525. Le signe égal en 1555 et la première, 1757, excusez-moi, et la machine à calculer au milieu du 17e siècle, donc 1642. Donc, c'était la deuxième partie de matière pour l'examen d'étape. Le reste du PowerPoint va se voir en deuxième étape. Je vais vous faire un diaporama, un PowerPoint surligné pour vous dire ce qu'il y a d'important pour étudier à l'examen d'étape, comme j'ai fait pour l'examen 1 de revision secondaire 1. Inquiétez-vous pas, là, ce qui est important, c'est de marquer les mots, de comprendre et de faire son cahier chrono pour s'assurer qu'on a bien intégré la matière. Et n'hésitez pas à venir sur mes Zooms, dans mes dispos, pour me poser des questions si vous êtes un peu mêlés, mais je vais bien vous préparer, inquiétez-vous pas, pour cet examen-là. Alors, bonne journée!